Bien, bonjour et bienvenue donc à la semaine du cerveau. Depuis quand, où je vous parle, et pour vous présenter un travail encore en cours d'analyse, donc des résultats préliminaires, d'une étude qui s'appelle Effet de la pandémie et du confinement sur la santé mentale de personnes préalablement exposées à un événement collectif traumatique majeur, donc les événements traumatiques du 13 novembre, les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Alors, tout d'abord, une vision d'ensemble de ce programme de recherche 13 novembre que, que je coordonne avec Denis Péchanski, qui est historien, moi-même je suis neuropsychologue, et puis je mettrai la focale sur l'étude qui s'appelle Remember, qui est dirigée ici à Caen par Pierre Gagnepin, chercheur INSERM. Alors, ce programme de recherche 13 novembre, c'est un grand programme de recherche transdisciplinaire qui doit durer 12 ans, depuis 2016, qui est inspiré d'un programme qui s'appelle 11 septembre, qui fait référence donc aux attentats de New York et qui a été mené par un psychologue, William Hurst, à New York. Ce programme 13 novembre vise à étudier la construction et l'évolution de la mémoire après les attentats du 13 novembre 2015. Il porte sur l'analyse de témoignages, il utilise différentes techniques et différentes disciplines scientifiques, les neurosciences, l'épidémiologie, les analyses d'enquête d'opinion publique, analyse des médias, etc. Toutes ces approches pour mieux comprendre l'articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective. Alors, sur un plan théorique, c'est une rencontre entre, d'une part, une vision individuelle, j'ai presque envie de dire individualiste de la mémoire, qui est représentée ici par un auteur clé, Hermann Ebbinghaus, c'est-à-dire qu'on étudie la mémoire chez un individu précis. Ça, c'était à la fin du 19e siècle. Et puis, progressivement, ces études de la mémoire se sont enrichies, donc chez les psychologues, mais également, donc quand on regarde la droite de l'écran, la sociologie et les sciences sociales de façon générale se sont bien sûr intéressées à la mémoire, l'histoire aussi. Et ce qui est original dans la démarche que je vous montre aujourd'hui, de 13 novembre, c'est la rencontre de ces explorations de la mémoire individuelle et de la mémoire collective. Alors, qui est matérialisé dans le petit schéma qui se trouve en haut à droite. Donc, à partir d'un événement qui va devenir un événement historique, en l'occurrence les attentats de Paris du 13 novembre 2015, bon, qui marquent chaque individu, quelle que soit sa place, hein, bien sûr différemment, mais quelle que soit sa place dans la société. Donc cet individu, et après c'est sur la gauche de ce petit encadré, cet individu va partager avec les autres, avec d'autres personnes, va discuter, va évoquer des éléments, des éléments de ressenti, des éléments qui correspondent à des événements spécifiques que lui a vécus. Et puis, sur la partie totalement à droite, c'est la dimension plus culturelle de la mémoire, comment cette mémoire va se transmettre via l'éducation, bien sûr, l'école, via les commémorations, via également les médias. Alors, ces aspects qui se trouvent en bas du petit schéma représentent ce qu'on appelle la mémoire collective. Et donc, on voit très bien dans ce petit schéma très simple que mémoire individuelle et mémoire collective interagissent. Et c'est l'objet, en fait, de notre programme, c'est d'étudier conjointement la construction et les interactions de ces différents types de mémoire. Alors, donc il s'agit bien d'un programme de recherche très, très vaste. On retrouve le petit schéma sur la gauche, là, encore simplifié. Et ce programme de recherche, il vise à répondre à des questions très diverses. Bon, certaines sont mentionnées ici. Comment le souvenir traumatique évolue en mémoire individuelle et en mémoire collective? Comment les grands récits collectifs nourrissent la mémoire individuelle? Comment l'événement traumatique modifie les structures et le fonctionnement du cerveau? Est-ce qu'on peut prédire le développement d'un stress post-traumatique et la résilience via des marqueurs cérébraux? Quelle a été la prise en charge effective des blessés? Quelle amélioration peut-on proposer dans ce domaine? Quelle est l'influence des médias modernes sur la construction de la mémoire individuelle et de la mémoire collective?
etc. Alors, le programme 13 novembre, c'est 7 études coordonnées. L'étude 1000, qui est l'étude un peu centrale du programme, ce sont des entretiens filmés, 2000 personnes, dans des conditions de très bonne qualité, avec des enregistrements qui se font via notamment l'Institut national de l'audiovisuel. Remember, qui est menée ici à Caen, sur laquelle je vais m'arrêter un petit peu plus, qui est une étude ancillaire et qui est une étude de recherche biomédicale. Donc, c'est une étude ancillaire parce que ce sont des personnes de l'étude 1000 qui rentrent, qui participent à cette étude Remember. Espace, c'est une étude de santé publique, une étude épidémiologique en quelque sorte. Le CREDOC, c'est une enquête d'opinion. Et puis des études également sur les médias, sur le monde scolaire, qui a une place tout à fait particulière. Et puis les productions artistiques, on peut dire, fiction, non-fiction, sur les attentats de 2015, qui participent aussi à la construction des mémoires individuelles et mémoires collectives. Alors Remember, comme je vous l'ai dit, c'est une étude de recherche biomédicale qui porte sur l'impact à la fois cérébral, cognitif, psychopathologique des attentats. Donc avec 3 visites de suivi pendant 5 ans, et à chaque temps, les personnes qui participent bénéficient d'évaluations psychopathologiques approfondies, donc avec des personnels évidemment dédiés, des psychologues ou des psychiatres, centrés donc sur le trouble de stress post-traumatique, une batterie de tests neuropsychologiques ciblant notamment les fonctions exécutives, la mémoire, la cognition sociale, et puis toute une partie d'imagerie cérébrale utilisant l'IRM anatomique et fonctionnel. On voit le cours du temps dans le petit diagramme qui se trouve en bas de la diapo. Alors, les critères qui sont utilisés pour le diagnostic de troubles de stress post-traumatique sont des critères assez classiques qui sont utilisés par beaucoup de chercheurs et de cliniciens, ce qu'on appelle le DSM-5, qui est la classification américaine. Donc, premièrement, le critère A, c'est le fait d'être exposé à un événement traumatique. Et puis, 4 critères cliniques majeurs. Ce qu'on appelle le syndrome de répétition, le fait que ces patients soient à la merci d'intrusions, d'images intrusives, mais ça peut être aussi des odeurs, ça peut être des sons qui leur reviennent de façon incontrôlée. Le syndrome d'évitement, qui est un peu le pendant du syndrome de répétition, c'est-à-dire que les personnes vont tout faire pour éviter d'être en contact avec des éléments qui rappellent peu ou prou le traumatisme. Cela conduit à des altérations négatives de la cognition et de l'humeur, et puis une hyperactivité réactivité neurovégétative. Les symptômes persistent plus d'1 mois, et on note également une souffrance significative ou une altération du fonctionnement social et professionnel. Alors, en bas, on voit très rapidement ce que permet de faire Remember. Donc, c'est de voir personne par personne l'évolution du diagnostic, d'abord aux 2 premiers temps d'études, c'est-à-dire 2016 et 2018, et puis ces personnes vont être également examinées dans le cadre de Remember en 2021, c'est-à-dire à partir de l'automne prochain. Bon, ça c'est une première publication que je ne commente pas, que vous pouvez retrouver commenté, y compris sur le site de l'INSERM. C'est un premier article qui a été publié donc, sur l'étude Remember, qui montre les difficultés de contrôle de la mémoire chez les personnes qui souffrent d'un trouble de stress post-traumatique. Alors, venons-en à Remember Pandémie, qui est cette étude qui a été mise en place pendant le confinement et pendant le déconfinement, donc à 2 temps, chez les personnes exposées aux attentats du 13 novembre 2015, c'est-à-dire les personnes qui participaient déjà à l'étude Remember que je viens de décrire rapidement. Bon, c'est une étude qui a été faite bien sûr dans tout le cadre légal, avec toutes les autorisations du promoteur de l'INSERM et puis le comité de protection des personnes. Alors, quelques éléments peut-être de bibliographie avant de parler de l'étude proprement dite. Bon, rappelez que cette pandémie est apparue en Chine en novembre 2019.
L'état d'urgence international de santé publique a été prononcé le 30 janvier 2020. Le confinement strict, celui qui va nous intéresser, a été instauré en France du 17 mars au 11 mai 2020. Et on a des éléments déjà dans la littérature scientifique sur l'impact psychologique de la pandémie. Par exemple, une étude qui a été faite au Canada montre qu'un tiers des personnes interrogées étaient inquiets à propos de la Covid-19. On note notamment dans les facteurs de stress qui participent à cette inquiétude ou à cette anxiété, les perturbations de l'organisation familiale, la perte potentielle d'un emploi. Et puis, à côté de la pandémie, il y a l'impact psychologique du confinement lui-même, même si ces deux aspects, pandémie et confinement, interagissent, ce sont bien deux facteurs différents. Le confinement va provoquer l'isolement. Alors, on peut rapprocher de ce qui a été observé dans des cas très différents, par exemple au cours d'expéditions polaires en milieu carcéral, avec des effets psychologiques négatifs, anxiété, dépression, et pour les plus vulnérables, dans certains cas, des symptômes de troubles de stress post-traumatique. Et puis au contraire, des effets positifs, dans certains cas, avec une augmentation des activités créatives, des pratiques spirituelles, pour prendre ces exemples-là. Alors, ces effets, on va mettre en évidence déjà dans la littérature des facteurs de protection d'une part et de vulnérabilité d'autre part. Alors, protection sont les capacités de résilience des personnes, les stratégies de coping, de faire face qu'ils vont pouvoir développer, le soutien social, qui est extrêmement important dans ce cas, et puis les facteurs de vulnérabilité. Alors, c'est un taux élevé de stress aigu, un faible niveau d'éducation, l'exposition à un événement préalable. Une étude très intéressante qui a été faite dans le cadre de la pandémie qui compare des sujets exposés à un événement traumatique avec troubles de stress post-traumatique et d'autres qui ont été exposés sans troubles de stress post-traumatique et qui montre, vous allez voir qu'on approche des résultats assez similaires, une diminution je dis bien une diminution des symptômes d'anxiété et de troubles de stress post-traumatique pendant la pandémie chez les patients qui présentent un trouble de stress post-traumatique. Vous voyez un résultat un peu inattendu. Alors, ce sont des résultats globaux. Il faut bien sûr tenir compte également de grandes différences interindividuelles. Et il y a aussi très peu d'études sur ce sujet, donc il faut prendre ces études avec précaution. L'impact psychologique du déconfinement est lui encore moins connu. Les effets psychologiques négatifs engendrés par le confinement et la pandémie perdurent-ils? Est-ce qu'ils s'intensifient ou est-ce qu'au contraire ils s'atténuent avec le retour à la normale? Est-ce que des changements comportementaux apparaissent en réponse au retour à la vie sociale d'avant, en quelque sorte? Ça, ce sont des questions auxquelles on doit essayer de répondre. C'est bien sûr extrêmement important en santé publique. Et une étude qui a été menée, par exemple, sur l'épidémie de SRAS a montré l'apparition de comportements d'évitement, donc un des symptômes du trouble de stress post-traumatique, vis-à-vis de la foule après le confinement. Donc, ces effets du confinement semblent liés à un vécu individuel du confinement. Alors, l'étude Remember Pandémie. Alors, essayons de bien comprendre cette étude. Elle porte donc sur des participants à l'étude Remember. Certains ont été exposés aux attentats du 13 novembre. Donc, c'est 120 personnes en tout. La moitié à peu près ont développé un trouble de stress post-traumatique. L'autre moitié n'a pas développé cette psychopathologie. Et puis, des sujets dits non exposés. C'est des personnes qui ont bien sûr connaissance de ces attentats, mais qui n'étaient pas présents sur les lieux des crimes. Alors, toutes ces personnes ont été sollicitées et nous leur avons proposé d'une part des questionnaires en ligne, dont je vais vous parler dans le cadre de cette conférence, et puis des entretiens téléphoniques qui ont été menés par des psychologues avertis, des psychologues qui sont vraiment spécialisés
qui ont une forte expérience d'entretien psychologique. Donc, c'était des entretiens qui duraient à peu près une demi-heure. Et donc, ce protocole, que ce soit les questionnaires en ligne et les entretiens, ont été proposés donc à 2 reprises, pendant la phase dite de confinement strict du 29 avril au 8 mai 2020 et pendant la phase dite de déconfinement du 29 juin au 17 juillet 2020. L'objectif, c'était donc de mesurer l'impact du confinement et du déconfinement sur la santé mentale de personnes ayant vécu un premier traumatisme collectif. Le petit tableau bleu qui se trouve en dessous en fait est très intéressant parce qu'il montre que les personnes qui ont été sollicitées, les participants à l'étude Remember, bien, ont répondu massivement. Ils se sont présentés massivement à cette étude. Nous avons pu les contacter et ils ont participé aux entretiens et ont répondu au questionnaire au premier temps de l'étude, et vous le voyez au deuxième temps de l'étude avec un taux d'attrition, c'est-à-dire des personnes qui ne répondent pas, un taux d'attrition extrêmement faible entre les 2 temps de l'étude. Cette diapo-là, je ne vais pas la commenter longtemps, mais je la laisse à votre disposition parce qu'elle n'est pas inintéressante. Elle donne différents renseignements d'ordre, disons, générique, un petit peu sur le plan de l'âge. Alors l'âge, il est noté dans le petit tableau. Et puis sur le genre, le niveau d'études, la situation professionnelle. Donc ce sont des éléments qu'il faudra bien sûr creuser quand on va analyser les résultats plus en profondeur, mais j'en dis pas plus aujourd'hui. Alors, l'analyse des questionnaires, avec d'une part les non exposés, qui sont toujours sur la gauche, ce sont les histogrammes de gauche, et puis les exposés qui sont sur la droite. Toutes les diapos qui vont suivre sont faites de la même façon, avec 4 couleurs. Alors, le vert, c'est le premier temps de Remember, je dis bien Remember, c'est-à-dire 2016. L'orange, c'est le deuxième temps de Remember, c'est-à-dire 2018. Le marron, c'est le premier temps de Remember Pandémie, c'est-à-dire le confinement. Et puis le vert très foncé, complètement à droite, c'est cette fois-ci le déconfinement. Donc il faut regarder les histogrammes de cette façon. Les exposés sont à gauche, les non exposés sont à gauche, les exposés sont à droite. Et on voit l'évolution. Donc ici, c'est dans une échelle, qu'on appelle le PSCL5, qui est fondée sur un entretien, qui permet de voir l'évolution des symptômes de troubles de stress post-traumatique. Alors, on a une évolution qui est favorable entre les 2 premiers temps de Remember, c'est-à-dire 2016-2018. Alors, ce sont des résultats, bien sûr, globaux sur l'ensemble des groupes. Et on voit que cette évolution, elle continue pendant la phase de confinement. Donc, et on voit que c'est une évolution à peu près linéaire. Et puis, par contre, il y a un rebond de la symptomatologie troubles de stress post-traumatique pendant le déconfinement. Alors, ce résultat, il est encore plus démonstratif. Donc, sur la droite de ma présentation ici, de ma diapo, puisqu'on voit que les résultats sont significatifs, cette fois-ci chez les personnes exposées qui souffrent de troubles de stress post-traumatique. Auparavant, j'avais donné des résultats globaux sur les personnes exposées. Et on voit que la différence est significative quand on passe de 2016, 2018 et 2020, avec au contraire un rebond à nouveau après, dans la période de déconfinement. Cette diapo-là, c'est peut-être la plus démonstrative en fait de tout ce que je vais vous montrer, puisque on voit d'une part chez les non exposés, donc sur une échelle d'anxiété qu'on appelle une échelle d'anxiété état, c'est-à-dire une anxiété qui se modifie au fil du temps, on voit un effet délétère, un effet négatif du confinement, c'est-à-dire le 3e histogramme, chez les personnes non exposées. Donc globalement, je dis bien, le confinement a un effet négatif sur l'anxiété des personnes. Et puis, si vous regardez cette fois-ci les histogrammes de droite, qui concernent les personnes
exposés aux attentats, eh bien, vous voyez un résultat diamétralement opposé. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est la différence entre le petit histogramme orange versus le marron. Le deuxième et le troisième, c'est le temps qui nous intéresse le plus. Et on voit là en fait que le confinement a une sorte d'effet protecteur face à l'anxiété chez ces personnes. Donc, ce qui corrobore l'étude que j'ai citée tout à l'heure dans la petite revue de littérature. Sur la dépression, j'ai finalement tenu à montrer cette diapo-là. Il y a très peu d'effets sur les symptômes de dépression, peut-être parce que ce sont des périodes trop courtes. Donc, vous voyez, c'est plus un effet sur l'anxiété état que sur la dépression. Alors, les variables sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup m'étendre, parce que c'est vraiment un travail en cours, mais j'espère que ce travail vous intéresse. En fait, on a recueilli beaucoup d'informations, à la fois sociodémographiques, qui sont mentionnées ici, des variables qui sont liées à la situation pandémique, les symptômes, le diagnostic, l'éventuelle hospitalisation, etc. Des variables liées au confinement. Est-ce que la personne était à son domicile, au travail? Est-ce qu'elle allait au travail? Les finances, les loisirs, est-ce que des interactions sociales étaient néanmoins possibles, etc. Et puis des variables liées également aux conditions de déconfinement. Donc on a essayé vraiment de bien documenter tous ces aspects-là, ce qui nous permettra d'affiner beaucoup plus nos conclusions que les généralités que je vous ai exposées tout de suite. Alors, les résultats préliminaires, qui sont vraiment à prendre avec des pincettes, mais qui ressortent aussi dans les... C'est très intéressant parce que les psychologues qui ont fait des entretiens, en fait, arrivent à des conclusions qui sont très proches, avec des données qualitatives qui sont bien sûr très, très précieuses, qu'il faudra analyser aussi en profondeur. Quelles sont les variables qui vont favoriser l'anxiété? Eh bien, une situation professionnelle précaire pendant le confinement, des répercussions financières pendant le confinement négatives, un futur aussi négatif sur le plan financier. Tout cela va favoriser l'anxiété. En tout cas, c'est ce qui ressort le plus de nos premières analyses. Puis au contraire, ce qui va favoriser le bien-être, c'est notamment le travail, la mise en place d'un emploi du temps qui soit particulier pendant le confinement, qui permette vraiment de gérer le temps des personnes. La relation au temps est quelque chose de très très important et qui a été perturbé chez beaucoup de personnes. Alors, en résumé, si on peut résumer à ce stade, au moment du confinement, ce qu'on observe, c'est une diminution de l'anxiété de façon générale chez les personnes exposées, encore plus chez celles qui présentaient des troubles de stress post-traumatique et qui contrastent avec l'augmentation de l'anxiété dans le groupe contrôle. Donc ça, c'est un résultat qui est quand même extrêmement intéressant et qu'il faut continuer à creuser. Une diminution du bien-être dans les différents groupes, finalement, une stabilité des symptômes de troubles de stress post-traumatique et les symptômes dépressifs, et puis, au moment du déconfinement, pas vraiment de retour à une situation normale et globalement peu d'évolution. Les variables explicatives, en tout cas celles qui ressortent le plus, ce sont des situations professionnelles et financières précaires qui vont augmenter l'anxiété et au contraire la mise en place d'un emploi du temps professionnel qui est associé à du bien-être. Alors bien sûr, notre but maintenant, c'est de préciser la contribution des variables qui sont recueillies et leur implication dans les phénomènes qui sont observés. Voilà, je voulais juste pour terminer remercier avant tout les participants, ces participants qui viennent ici dans le cadre de l'étude Remember, qui nous font confiance, les institutions, les associations de victimes qui sont très proches de ce programme, et puis aussi toute l'équipe qui s'est mobilisée pendant le confinement, pendant le déconfinement, à des moments qui n'étaient pas faciles sur le plan professionnel, parfois sur le plan familial,
Et donc, il y a eu vraiment une mobilisation, puis un soutien aussi de l'INSERM, hein, qui est promoteur de cette étude, et y compris de cette étude Remember Pandémie. Et nous espérons bien sûr que ce travail pourra contribuer à la gestion de cette crise tout à fait inédite dans notre société. Voilà. Et puis je vous remercie également toutes les personnes qui sont devant les écrans. Merci pour votre attention, d'avoir écouté cette conférence. Bon, le format ne nous permet pas d'échanger tout de suite, donc vous voyez un film. C'est un petit peu dommage parce que d'habitude, je me déplace ici et là pendant la semaine du cerveau pour donner des conférences et j'aime beaucoup échanger avec le public, mais peut-être qu'on aura une opportunité bientôt, en tout cas, je le souhaite. Voilà, merci encore.